1985, le conseil d'administration d'Apple prend une décision. Elle va coûter à l'entreprise plusieurs centaines de milliards de dollars, la mettre à un mois de la faillite et détruire la vie d'un homme. Ce jour-là, Apple vire son fondateur, Steve Jobs. Mais cette décision n'est pas simplement le départ d'un dirigeant. C'est l'un des plus grands paradoxes de l'histoire de la Silicon Valley. Une entreprise décide de se séparer de l'homme qui incarne le plus son identité. À ce moment-là, personne ne sait encore que cette décision va devenir l'une des erreurs stratégiques les plus coûteuses de l'histoire des entreprises. Retour en arrière, 1976, Steve Jobs a 21 ans. Avec son pote Steve Wozniak, ils montent des ordinateurs dans un garage à Los Altos, en Californie. Ils vendent leur premier micro-ordinateur, l'Apple One, pour 666,66 $ pièce. À l'époque, l'informatique personnelle n'existe pratiquement pas. Les ordinateurs sont des machines énormes réservées aux entreprises, aux universités et aux laboratoires. Jobs, lui, imagine déjà un futur où chaque personne pourrait avoir un ordinateur chez elle. Là où Wozniak pense principalement à la technologie, Jobs pense l'expérience utilisateur, design, simplicité, émotion. 1980, Apple entre en bourse. C'est l'introduction la plus importante depuis Ford en 1956. Jobs a 25 ans et devient millionnaire en quelques heures. Mais il a un problème. Il est brillant, visionnaire et absolument infréquentable. Son obsession du détail devient presque légendaire. Jobs peut rejeter un produit entier pour une nuance invisible au premier regard, exiger qu'une carte électronique soit aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou forcer ses équipes à recommencer un travail pendant des semaines. Pour certains employés, c'est du perfectionnisme, pour d'autres, c'est du harcèlement. Colérique, perfectionniste, il humilie ses employés en réunion, le conseil d'administration s'inquiète. Le problème pour Apple, c'est un problème classique de gouvernance d'entreprise. Comment gérer un dirigeant qui crée énormément de valeur, mais dont le comportement met l'organisation sous tension? Les actionnaires veulent une croissance durable, les employés veulent un environnement viable, et le conseil d'administration doit arbitrer entre performance exceptionnelle et stabilité opérationnelle. 1983. Pour canaliser Jobs, Apple recrute un cadre expérimenté, John Sculley. C'est le patron de Pepsi. Jobs le convainc avec une phrase devenue culte: « Tu veux vendre de l'eau sucrée toute ta vie ou tu veux changer le monde ?» Sculley accepte. Les deux hommes deviennent proches, pendant un temps. Le contraste entre les deux hommes est frappant. Là où Jobs représente la rupture, l'intuition et la prise de risque, Sculley représente davantage l'expérience, la gestion et la discipline financière. Au début, cette différence semble être une force, mais progressivement, elle devient une source de conflit. Deux visions opposées de ce qu'Apple doit devenir. 1985. Le Macintosh, lancé un an plus tôt avec une pub mythique pendant le Super Bowl, se vend mal. Beaucoup trop cher, pas assez de logiciels compatibles, les ventes s'effondrent. Le problème n'est pas seulement commercial. Le Macintosh est une révolution technologique, mais Apple n'a pas encore construit l'écosystème nécessaire autour de lui. Un ordinateur sans suffisamment de logiciels ni de clients professionnels reste difficile à imposer, même avec une technologie brillante. Pour les investisseurs, le problème devient rapidement visible dans les chiffres. Le Macintosh est un produit révolutionnaire, mais une entreprise ne survit pas uniquement grâce à une belle technologie. Elle doit générer des revenus, maintenir ses marges et construire un écosystème rentable. Une innovation qui ne trouve pas son marché peut devenir un coût énorme plutôt qu'un avantage concurrentiel. Jobs, qui dirige la division Macintosh, refuse d'admettre l'échec. Il attaque en interne la division Apple II, celle qui, ironiquement, fait vivre toute l'entreprise. Sculley, sous pression du conseil d'administration, présente un plan à Jobs: lui retirer toute responsabilité opérationnelle. Jobs, furieux, tente un coup de force pendant un voyage d'affaires de Sculley. Il essaie de convaincre le conseil de virer Sculley à la place. Ça échoue. Le conseil vote, à l'unanimité, il choisit Sculley contre Jobs. Le 17 septembre 1985, Steve Jobs démissionne officiellement du conseil d'administration.
Il a 30 ans, il a cofondé l'entreprise, il en est actionnaire majoritaire. Et il vient de se faire éjecter de sa propre création par l'homme qu'il avait lui-même recruté. Sans Jobs, Apple perd sa boussole. Le problème n'est pas que tous les choix faits après son départ sont mauvais. Certains produits apportent même des idées importantes. Le problème, c'est qu'Apple perd ce qui faisait sa différence, une vision claire du futur. L'entreprise commence alors à multiplier les modèles et les stratégies sans savoir précisément ce qu'elle veut représenter. Sculley multiplie les produits ratés. Le Newton, un assistant numérique en avance sur son temps, mais bourré de bugs. Des dizaines de modèles de Macintosh qui se cannibalisent entre eux. En 1996, Sculley est à son tour évincé. Apple enchaîne les PDG, les pertes et frôle littéralement la faillite en 1996. En 1997, Apple vaut environ 3 milliards de dollars en bourse. 3 milliards. Pour mesurer le retournement, il faut comprendre que la capitalisation boursière reflète les attentes des investisseurs concernant le futur. Une entreprise ne vaut pas seulement ce qu'elle possède aujourd'hui, mais ce que le marché pense qu'elle pourra générer demain. En 1997, Wall Street ne voit plus Apple comme une entreprise capable de dominer l'avenir. Elle est perçue comme une société en déclin qui survit grâce à son passé. Michael Dell, patron de Dell, déclare publiquement que si c'était lui, il fermerait l'entreprise et rendrait l'argent aux actionnaires. Apple est à quelques semaines de la faillite pure et simple. Mais en 1996, coup de théâtre. Apple rachète Next, l'entreprise fondée par Steve Jobs pendant son exil. Officiellement pour récupérer sa technologie. Officieusement, c'est le retour du fils prodigue. Mais Jobs ne revient pas comme l'homme qu'il était en 1985. Son départ l'a transformé. Chez Next et pendant son passage chez Pixar, il apprend à mieux collaborer, à construire des équipes solides et à transformer ses idées en produits capables de toucher un public mondial. En 1997, Jobs redevient donc PDG, 12 ans après avoir été chassé. Ce qui suit est connu. L'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad. En 2011, à la mort de Jobs, Apple vaut plus de 350 milliards de dollars. Son premier geste à son retour est pourtant surprenant, il ne lance pas immédiatement un nouveau produit révolutionnaire. Cette stratégie ressemble à celle des meilleurs investisseurs. Éliminer les actifs peu performants pour concentrer le capital sur les opportunités les plus prometteuses. Jobs comprend qu'une entreprise ne devient pas plus forte en faisant davantage de choses, mais en faisant mieux les bonnes choses. Cette discipline stratégique va devenir l'un des principaux moteurs de la renaissance d'Apple. Aujourd'hui, l'entreprise dépasse les 3 000 milliards. Si on regarde les 12 années sans Jobs comme une parenthèse perdue, certains analystes estiment que cette seule décision du conseil d'administration a coûté à Apple des centaines de milliards de dollars de valeur et une décennie d'avance technologique sur ses concurrents. La leçon n'est pas seulement business. Pour les investisseurs, l'histoire d'Apple rappelle une règle essentielle. La valeur d'une entreprise repose souvent sur des éléments difficiles à mesurer dans un bilan financier. Une culture, une marque, une vision ou un leader exceptionnel peuvent représenter des milliards de dollars de valeur. Mais ces mêmes éléments peuvent aussi disparaître rapidement si une organisation prend une mauvaise décision stratégique. Et vous, est-ce que vous auriez voté en 1985 contre Steve Jobs ? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires de décisions qui ont coûté des fortunes.